bonsoir à tous. À la une de ce journal, une vaste mafia et une spéculation ont plombé la mise en œuvre des projets d'exploitation des minerais de fer en Balam, côté camerounais, et Nabeba, côté congolais. L'envoyé spécial du président congolais au Cameroun révèle que rien n'a été fait pour concrétiser ces projets intégrateurs pour les deux pays d'Afrique centrale. Lors d'une entrevue avec le chef de l'État Paul Biya au palais de l'Unité à Yaoundé, l'émissaire congolais et le chef de l'État ont évoqué des stratégies de relance de ces projets d'exploitation du fer dans les deux pays. La quintessence des échanges, c'est à suivre au cœur de ce journal. À 224 jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, Equinox Télévision vous propose ce soir de révisiter les grands moments de l'histoire du football africain, cap sur des matchs mythiques, des joueurs de légende, des rencontres qui ont fait vibrer des générations d'Africains depuis la création de la Confédération africaine de football et la mise en place de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous vous en parlerons chaque soir jusqu'à cette CAN édition 2022 prévue au Cameroun. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Parlons de cette insécurité inquiétante dans la région de l'Ouest, l'incursion des groupes armés, la multiplication des cas d'accidents mortels et la recrudescence de la contrebande. Ce sont des mots qui ont miné la région de l'Ouest ces 12 derniers mois. Le sombre tableau a été présenté au cours de la réunion de coordination administrative et de sécurité. Les travaux placés sous la supervision du gouverneur se sont déroulés à Bouddha, une occasion pour Awa Franca Augustine de faire le point sur les chantiers de la CAN édition 2022. Des précisions avec Vivien Tonfac et Raphaël Tchoko. La situation sécuritaire de la région de l'Ouest au cours des 12 derniers mois n'a été guère reluisante. En plus des multiples incursions des groupes armés basés dans les régions anglophones voisines, cette région a été confrontée à plusieurs autres maux. Les accidents de circulation les plus mutuels qu'on avait pu vécu depuis longtemps dans notre région ont été enregistrés à la falaise de Tchon en 2 fois et en 10 minutes. On causait la mort à plus de 95 personnes et endeuillé plusieurs familles de notre région. Le phénomène de profanation des tombes a nettement reculé dans le monde, notamment ceux dans la culture et du trafic de chanvre indien, des produits pétroliers frelatés, des faux médicaments continuent à prendre de l'ampleur, surtout ici dans les Bamboutos. Cependant, tout n'a pas été que triste. Les chantiers engagés dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations ont permis à l'Ouest de se doter de nouvelles infrastructures, lui donnant un visage moins hideux. Nous nous réjouissons qu'il y a beaucoup de routes qui ont été construites dans notre région. La CAN a apporté beaucoup de projets de développement qui ont été réalisés à ce jour à 95%. Il y a des élites qui ont fait un partenariat avec l'État pour que ce développement soit possible avec de grands projets d'hôtels pour accueillir la CAN. Au cours de la réunion de coordination administrative et de maintien de l'ordre pour le compte du premier semestre 2021 tenu à Bouddha, dans le département des Bamboutos, le gouverneur de la région de l'Ouest a appelé à un changement de comportement. Et les défis qui nous attendent restent de plus en plus nombreux et appellent à un ajustement de nos comportements, à une régulation de celui des autres acteurs de la société pour accompagner le chef de l'État dans son engagement à combattre le Covid-19 et poursuivre le chantier de l'émergence de notre pays. La bonne organisation des examens de fin d'année, qui pointe à l'horizon, est un défi majeur immédiat pour les autorités en charge de l'éducation dans la région de l'Ouest.
Restons dans la région de l'Ouest où des conseillers régionaux ont validé un budget programme de 2 milliards de francs CFA. Les principaux projets sont axés sur la construction des infrastructures sportives. Compte rendu, Leclerc Tsakem. C'était le baptême de feu pour un exercice du genre au sein du conseil régional de la région du Soleil couchant. Session consacrée au vote du budget annuel de cette institution décentralisée en place depuis janvier de l'année en cours. Au terme des débats houleux qui ont conduit momentanément à la suspension des travaux, le tout premier budget du conseil régional de l'Ouest est adopté. 2 717 600 francs CFA. 71 ont voté pour et 19 contre. C'était un exercice pas évident. Avec un budget pas très classique. Non seulement c'est un budget programme, mais un budget programme sur 6 mois. Un budget programme qui ne reposait que sur un seul programme, notamment le programme support. Convenez avec moi que c'était pas évident. Heureusement que le ministre de la décentralisation et le ministre des Finances ont envoyé certains de leurs collaborateurs nous former ou bien nous accompagner dans l'élaboration de ce budget. Je suis très content aujourd'hui que nous ayons pu valider ce budget auprès des conseillers régionaux. La phase active qui devra s'appuyer sur les grandes lignes du plan stratégique de développement de la région précédemment élaboré par les membres du conseil. Nous allons travailler sur l'énergie. Vous savez, il n'y a pas de développement sans énergie. L'énergie constitue un des points fondamentaux. Il y a les infrastructures routières, hôtelières et nous allons aussi mettre l'accent sur la formation de nos enfants, la professionnalisation de l'enseignement, la santé. Donc voilà en gros, de façon résumée, les axes forts sur lesquels nous allons travailler dans notre document de stratégie. Cet exercice a charrié beaucoup d'émotions. Au sortir, les uns et autres semblent plus fixés sur les nombreuses attentes des populations à leur égard. Dans l'ensemble, le conseil s'est passé dans de très bonnes conditions. Nous sommes conscients des attentes de la population et ce que j'aime, c'est que nous sommes très motivés pour le travail qui nous a été confié et nous pensons pouvoir réussir. Bien sûr, la région n'ayant pas encore de ressources propres suffisantes, nous recevons avec l'aide que le gouvernement voudra bien nous apporter. Il est question qu'à travers cette institution qu'est le conseil régional, que le spectre de la pauvreté ne soit ressenti qu'à travers le défaut de l'activisme des conseillers régionaux que nous sommes et surtout du bureau exécutif. Donc, à reprendre ce que dit notre président, que je salue d'ailleurs et que j'ai toujours admiré, il veut faire de la région de l'Ouest un paradis vert du Cameroun. Et je pense que cette ambition est suffisamment éloquente. À l'estrade de la salle qui a abrité les travaux, Patricia Damdjouya de l'Union démocratique du Cameroun, Sa Majesté Tidi Gabriel, des têtes couronnées de la Minois et compagnie reçoivent leurs attributs. Ils avaient répondu aux abonnés absents lors de la cérémonie d'installation de janvier dernier. Les premiers à cause des tensions internes et les seconds dont la liste avait été rejetée pour non-conformité de la composante sociologique. 6 mois après leur élection, les conseillers régionaux du littoral tiennent leur première session budgétaire de l'année 2021 sans siège opérationnel pour le moment. Le bureau exécutif et tous les membres de cette institution décentralisée sont en conclave à la salle des fêtes d'Aqua pour adopter le budget de leur plan d'action 2021 pour toute la région du littoral. Ils disposent pour l'instant d'une dotation de 3 milliards de francs CFA, seul financement provenant de l'État central. Les différentes commissions vont plancher durant 3 jours pour trouver les voies et moyens afin d'arrêter un plan d'action efficace visant à contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations. À cet effet, je vous invite à suivre une attitude du président de ce conseil régional du littoral. Nous avons là une responsabilité historique à assumer, un défi de grande portée à relever. Une part de notre histoire à écrire. Dans cette œuvre, je vous en sais capable, je vous en sais à la hauteur. Dans cette œuvre, nous compterons sur nous-mêmes, certes, en raison du principe d'autonomie et de libre administration des collectivités territoriales décentralisées précisées par la loi. Je crois également la manifestation de votre bonne disposition à accompagner cette institution à accomplir de manière optimale
Les missions sont les siennes pour le plus grand bien des populations, tant des villes que des villages et l'ensemble de notre région. Dans le chapitre politique, les multiples scandales financiers liés à la gestion financière du Covid-19, éclaboussant plusieurs membres du gouvernement soupçonnés d'être impliqués dans les détournements de deniers publics, suscitent de vives réactions au sein de la classe politique. D'aucuns voient à travers les dénonciations visant certains membres du gouvernement et les appels à plus de retenue au sens de la responsabilité. Ils y voient des manœuvres entre des hauts commis de l'État dans une bataille de positionnement pour obtenir des faveurs auprès du chef de l'État, un manque de cohésion gouvernementale et de coordination de l'action du gouvernement qui suscite une autre interrogation: qui gouverne au Cameroun? Je vous invite à suivre les réactions de politiques dans ce reportage signé Flavien Valondongo. La non-réaction du président de la République face à tous les scandales qui secouent le Cameroun ces derniers temps laisse penser, et selon des acteurs politiques de l'opposition, que le pays n'est plus gouverné. L'absence du président de la République, c'est quelque chose de fondamental. Le président Paul Biya, reconnaissez-le, est fatigué, il ne gouverne plus. Il a délégué des pouvoirs. Le Cameroun est gouverné par délégation. Et parce que le Cameroun est gouverné par délégation en violation de la Constitution, ça justifie tous les dérapages qu'on est en train de voir. Entre le glissement de la date de l'organisation de la CAN par le Cameroun et le Covid-Gate, le silence du chef de l'État favorise la destruction des biens et des personnes, et ce, depuis plusieurs années. Quelle malchance on a eu d'avoir quelqu'un qui a géré un pays pendant une quarantaine d'années. Parce que 40 ans, on prépare, on arrange, on construit. 40 ans, il a détruit. Il a tout détruit. Ce n'est pas juste ce que M. Biya est en train de faire au Cameroun. Le Cameroun aujourd'hui appartient à 30 millions de personnes qui rêvent. Pour l'opposition, c'est un rêve brisé qui peut renaître qu'avec la nouvelle classe dirigeante. Le non-respect des instructions présidentielles, en passant par l'accaparement du pouvoir par certains collaborateurs du chef de l'État, ainsi que la malgouvernance qui entoure la gestion actuelle du pays, semble être invisible par des acteurs politiques du RDPC qui voient sans voir le chef de l'État agir. Un homme d'État doit se faire signifier, doit être présent par une présence administrative. Aujourd'hui, on revendique le président Paul Biya. Si c'est le président Paul Biya qui était à tous les lieux, on allait dire c'est un dictateur, il concentre les pouvoirs. Mais c'est aussi ça l'opposition. Ils sont toujours en train de se fourvoyer. Comment est géré le Cameroun? Questionne l'opposition si l'on s'en tient au silence de son chef face aux multiples dérives qui entourent la gestion quotidienne de notre pays. Et parlons à présent de cette rencontre entre le chef de l'État du Cameroun et un émissaire congolais, ministre en charge des industries minières et de la géologie. Ils se sont entretenus sur un vieux projet d'exploitation du fer de Mbalam côté camerounais et du côté Nabeba au Congo. Depuis 10 ans, ces projets n'ont pas véritablement démarré. Et selon l'envoyé spécial du président congolais, la faute à une vaste mafia et une spéculation entretenue par des multinationales sur ces projets d'exploitation minière. Selon l'émissaire congolais, il est venu rencontrer le chef de l'État Paul Biya afin de prendre des conseils, des orientations sur la stratégie de relance de ces projets miniers, des projets intégrateurs pour les deux pays, le Congo, Brazzaville et le Cameroun. C'est du moins ce qu'il a fait savoir au terme de l'audience que le président de la République du Cameroun a accordée à l'émissaire congolais, ministre des industries minières et de la géologie, lui qui compte au nom de son pays favoriser la relance de ce projet d'exploitation des minerais de fer en Mbalam côté camerounais et Nabeba côté congolais. Évoquons à présent ces questionnements autour de la réaction du gouvernement. Vous l'avez suivi, le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, a appelé les Camerounais à plus de retenue face à ces allégations de détournement de deniers publics dans le cadre de la gestion financière de la crise sanitaire. En jouant les équilibristes, René Emmanuel Sadi a néanmoins confirmé la gravité de ce scandale et une enquête judiciaire en cours à la suite
du rapport d'étape transmis au président de la République par la Chambre des comptes. Quelles sont les zones d'ombre autour de cette affaire? Les ministres doivent-ils rester en fonction malgré leur implication présumée dans ces scandales financiers? Élément de réponse avec Guy Zogo. Devant l'ampleur du Covid-19, le gouvernement a fini par réagir par la voix de son porte-parole, le ministre de la Communication. Dans cette sortie tardive, alors qu'on a déjà assisté à un jeu de massacre entre personnalités du sérail, le gouvernement confirme finalement qu'il y a bien eu prescription d'une enquête judiciaire par le chef de l'État, diluant ainsi l'idée des règlements de compte à l'endroit de certaines personnalités. De plus, dans cet exercice de quasi-funambule, René Emmanuel Sadi indique que cette démarche s'inscrit dans un registre tout à fait normal en pareille circonstance, alors même que le tribunal criminel spécial s'est déjà directement saisi de l'affaire, ce qui, aux yeux de l'opinion, équivaut à la culpabilité des mises en cause. Peu importe donc la réserve tenue que le porte-parole du gouvernement introduit en parlant de la présomption d'innocence des ministres auditionnés. Dès lors, quel sera le sort de ces membres du gouvernement? Celui-ci est intimement lié au remaniement ministériel, tant annoncé et toujours attendu. Selon la méthode BIA, aucun membre du gouvernement ne peut faire l'objet d'une interpellation, comme l'atteste le précédent Bapes, l'ancien ministre des enseignements secondaires. Interpellé et écroué à la prison de Kondengui, il avait été relaxé le lendemain pour retrouver son fauteuil ministériel. Dans cette logique, l'épilogue du Covid-Gate est à scruter une fois que le remaniement sera intervenu. Après une accalmie observée dans plusieurs pays africains, l'Ouganda, l'Afrique du Sud sont confrontés à de nouvelles vagues d'épidémies de Covid, des nouvelles épidémies, de nouveaux cas positifs qui suscitent des restrictions annoncées en vue de contenir l'épidémie de Covid-19. Le Vietnam, pour sa part, a fait face à un nouveau variant qualifié de dangereux par des experts. Le point sur la situation épidémiologique sur le continent africain et le monde, c'est avec Nadine Yambou. Le Burkina Faso reçoit sa première cargaison de vaccins AstraZeneca. L'offre de ces vaccins s'inscrit dans le cadre de l'initiative COVAX. Ces premières doses permettront ainsi au Burkina Faso d'entamer la première phase de sa campagne de vaccination prévue le 2 juin prochain. Cette campagne concerne prioritairement les personnels de santé et les personnes vulnérables. Le gouvernement envisage par la suite d'immuniser dans les prochaines semaines plus de 20 000 pèlerins musulmans qui prendront part au pèlerinage à la Mecque. Rappelant le caractère volontaire de la vaccination, le gouvernement encourage les populations à se faire vacciner pour se mettre à l'abri du virus. En Ouganda, alors que le pays semblait moins touché que les autres sur le continent par le coronavirus, est confronté ces dernières semaines à un rebond de contamination. 690 cas positifs détectés pour la seule journée du samedi 29 mai 2021. Un record de contamination jamais enregistré depuis le début de la crise sanitaire. À ce jour, 364 patients sont internés dans les formations sanitaires. Cette flambée des cas fait craindre l'arrivée d'une nouvelle vague épidémique plus rude et agressive. Dans la foulée, le président Yoweri Museveni promet de nouvelles restrictions plus sévères. La task force contre le coronavirus se réunit ce mercredi. Mais déjà, le couvre-feu des 21h reste en vigueur. Le président recommande la limitation des déplacements vers les régions les plus touchées comme Kampala. Et toujours sur le continent africain, en Afrique du Sud, une troisième vague épidémique frappe le pays. 4 des 9 provinces sont touchées, dont les villes de Johannesburg et Pretoria. Face à la progression du virus, le gouvernement sud-africain tente de ralentir cette nouvelle vague de contamination. Le pays est mis sous couvre-feu entre minuit et 4 heures du matin.
La mesure prend effet ce lundi jusqu'à nouvel ordre. Les bars, restaurants, salles de sport doivent fermer leurs portes dès 22h. L'Afrique du Sud demeure le pays le plus touché sur le continent avec 1,65 million de cas enregistrés et plus de 56 000 décès. Le mois dernier, le nombre de personnes testées positives au coronavirus a doublé. À peine 1% de la population a été vaccinée. Le gouvernement envisage d'intensifier sa campagne dans les prochains jours. Après les variants britanniques, japonais, sud-africains ou encore indiens, c'est au tour du Vietnam d'annoncer une nouvelle mutation du virus. Il s'agit d'un mélange des variants indiens et britanniques. Qualifiée de très dangereuse, cette nouvelle souche du virus se propage rapidement par voie aérienne. Relativement épargné, avec seulement 6 700 cas et 47 décès depuis le début de la pandémie, le Vietnam enregistre ces dernières semaines des contaminations en cascade. Plus de la moitié du pays est concerné. Les autorités sanitaires peinent à contenir la maladie. Le Vietnam avait pourtant été salué pour sa réponse vigoureuse contre la pandémie. Le gouvernement assure que toutes les caractéristiques de ce nouveau variant seront publiées. Dans le pays, seuls 1 million de personnes ont déjà reçu leur première dose de vaccin sur une population estimée à 100 millions d'habitants. Y a-t-il escalade de tensions entre la République centrafricaine et le Tchad? N'Djamena accuse les forces armées centrafricaines d'avoir attaqué leurs soldats sur leur territoire et exécuté 6 d'entre eux. De son côté, Bangui défend son armée en déclarant que ces soldats étaient à la poursuite des rebelles de la CPC en territoire tchadien et que les échanges des tirs ont provoqué des morts côté centrafricain et côté tchadien. Il se pose dès lors la coopération bilatérale sur les questions de sécurité transfrontalière. On voit tout cela dans la mouture internationale signée Gladys Sidié. Alors que la Cour constitutionnelle a déclaré le colonel Assimi Goïta président de la transition au Mali, la CEDEAO a suspendu le pays de l'organisation sous-régionale. Elle réclame, entre autres, la nomination d'un premier ministre civil ainsi que la formation d'un gouvernement inclusif pour poursuivre les réformes. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO étaient réunis dimanche lors d'un sommet extraordinaire au Ghana. Ils demandent aussi à la junte militaire malienne d'organiser une élection présidentielle en février 2022, après une période de transition de 18 mois. La CEDEAO se garde de prendre des sanctions à l'encontre du Mali. Quant à la France, elle menace de retirer ses troupes du Mali en cas de dérive radicale. Emmanuel Macron, s'exprimant sur le sujet, a déclaré qu'il ne restera pas aux côtés d'un pays où il n'y a plus de légitimité démocratique ni de transition. Le colonel Assimi Goïta, de son côté, dit avoir agi dans l'intérêt des Maliens. Nous avons agi pour sauvegarder l'intérêt supérieur de la nation, car il s'agissait de faire le choix entre le chaos et la stabilité du Mali. Et nous avons choisi la stabilité du Mali. Il s'agissait de faire le choix entre le désordre et les confrontations entre les différentes forces, entre les différentes unités des forces de défense et de sécurité. Nous avons choisi la cohésion au sein des forces de défense et de sécurité. Et notre objectif, c'est qu'à la fin de cette transition, que nous sommes fiers de ce que nous avons pu accomplir ensemble en tant que Maliens. Le nouvel homme fort du Mali ne semble pas être inquiet face aux menaces de la communauté internationale qui fusent de toutes parts. La guerre est ouverte entre le Tchad et la République centrafricaine. N'Djamena accuse ouvertement Bangui d'avoir assassiné plusieurs de ses soldats. Selon un communiqué du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, les forces armées centrafricaines ont attaqué dimanche 30 mai le poste avancé de Sourou en territoire tchadien, non loin de la localité de Mbéré et à proximité avec la frontière centrafricaine. Ce poste était tenu par 12 éléments détachés de la force de défense et de sécurité tchadienne. Les assaillants lourdement armés ont tué un soldat tchadien, en ont blessé 5 et 5 autres ont été enlevés pour être ensuite exécutés du côté centrafricain.
Le Tchad dénonce un crime de guerre d'une gravité extrême et une attaque meurtrière préméditée, planifiée et opérée dont seul le gouvernement centrafricain en connaît les raisons. Selon N'Djamena, ces faits ne resteront pas impunis. Le Tchad, pour finir, prend à témoin la communauté internationale, notamment la MINUSCA, l'Union africaine, la CEAC, de cette grave agression dont il est la cible. En guise de réponse, le ministre de la Communication et des Médias en RCA indique que le gouvernement déplore des pertes en vies humaines et blessés provoquées au sein des armées tchadiennes et centrafricaines et transmet ses condoléances et compassion aux familles éprouvées. Aussi, le gouvernement centrafricain dit être disposé pour travailler avec la partie tchadienne afin de préserver la paix et la sécurité chères aux deux gouvernements. Une mission gouvernementale est annoncée à N'Djamena dans un bref délai. Ouvrons à présent le chemin de la CAN édition 2022 à 224 jours de cette compétition prévue au Cameroun. Equinox Télévision plante le décor à travers une série de reportages pour vous faire vivre l'histoire de cette compétition sur le continent africain. Ce soir, il s'agit de retracer ce feuilleton, la longue marche de la compétition depuis l'introduction du football sur le continent africain, la création de la Confédération africaine de football et de cette prestigieuse compétition, la Coupe d'Afrique des Nations. On voit tout cela dans ce premier épisode signé Jean-Paul Chouniat. Partie de ses premiers balbutiements en 1957 au Soudan, la Coupe d'Afrique des Nations de football est devenue un rendez-vous sportif majeur, faisant vibrer tous les 2 ans des milliers de fans de foot sur le continent, au gré de leur passion survoltée. Au fil du temps, la compétition a pris des galons, drainant des colossaux enjeux sportifs, marketing et commerciaux. De gros annonceurs se bousculent continuellement autour de l'événement. Du vrai foot business, à coût de milliers de milliards de francs CFA de sponsoring. Achat des droits de retransmission télé ont enrichi la Confédération africaine de football sous les 29 ans de règne du Camerounais Issa Hayatou à la tête de l'instance fêtière du football africain. Ce qui a permis d'accroître les enjeux financiers, augmentant la cagnotte des équipes participant au tournoi. Tenez par exemple, les 24 qualifiés qui foulaient le sol égyptien en 2019 touchaient 300 millions de francs CFA à leur arrivée, avec un pactole tout spécial pour le vainqueur de l'épreuve. Les Fennecs d'Algérie, 2 milliards 600 millions de francs CFA, soit une embellie de 325 millions de francs CFA, de plus que les Lions indomptables en 2017, avec 2 milliards 275 millions de francs. Les enjeux financiers sont davantage énormes, stimulant de plus en plus d'enjeux sportifs pour une amélioration des performances de chaque équipe, à se battre corps et âme pour décrocher le mirobolant jackpot, mais surtout remporter le prestigieux trophée et espérer réduire la longueur d'avance des pharaons d'Égypte, déjà tenants du titre, cette fois sans concurrent. En 64 ans d'existence, elle a connu de nombreuses transformations dans sa gestion et son organisation. De 3 équipes au coup d'envoi du 10 février 1957 à Khartoum, le nombre de participants passe à 6 à l'édition de 1963 au Ghana, 8 en 1968 en Éthiopie, 12 à l'édition de Sénégal 92, 16 pays d'Afrique du Sud 96 à 2017, puis à 24 dès la 32e phase finale de 2019 en Égypte, pour un total de 1664 buts marqués, soit une moyenne de 52 par édition. Sur 54 pays africains, 18 ont abrité le tournoi et 14 sélections nationales l'ont remporté, avec 7 titres pour les pharaons d'Égypte. Les Lions indomptables du Cameroun 5, 4 pour les Black Stars du Ghana, les Super Green Eagles du Nigeria 3, Léopards du Congo Kinshasa, Éléphants de Côte d'Ivoire et Fennecs d'Algérie, 2 trophées chacun. Et enfin les Walia Antilopes d'Éthiopie en 1962, Crocodiles du Soudan à domicile en 1970, les Diables Rouges du Congo en 1972 au Cameroun, les Lions de l'Atlas du Maroc en 1976 en Égypte, Bafana Bafana d'Afrique du Sud en 1996, Aigle de Carthage de Tunisie en 2004 et Chipolo Polo de Zambie, victorieux en 2012 de la 2e CAN co-organisée Gabon-Guinée équatoriale. De même, la Coupe d'Afrique des Nations de football a révélé aux yeux de l'Afrique et du monde des joueurs d'exception, des talents à l'état pur, des génies du ballon rond, des esthètes du beau jeu, des artistes surdoués, des entraîneurs charismatiques et fins tacticiens. Bref, le public sportif africain et mondial aura tout vu.
La panthère malienne Salif Keita, premier ballon d'or africain en 1970. Le pharaon serial buteur Osama Hassan. La marque déposée du Fennec Rabat Majeur. La grande classe Aziz Bouderbala, le lion de l'Atlas. Le bourreau des défenses Laurent Pokou. Le lion indompté Roger Mila. Le Pelé africain Abedi Ayou. Le Maradona des tropiques Augustine Djedje Okocha. L'araignée noire et seul gardien de but, double ballon d'or africain Thomas Nkono. Joseph-Antoine Bell, le dernier rempart africain du siècle. Patrick Mboma, le coup de patte magique. Samuel Eto'o, le sommet des buts de la CAN. Et quadruple ballon d'or africain. La liste de ces footballeurs de légende est bien longue. L'histoire de la CAN s'est aussi écrite avec le concours des hommes à poigne à la tête du football africain. Les Égyptiens Abdelaziz Abdallah Salem, Abdelaziz Mostafa, le Soudanais Abdel Ali Mohamed, l'Éthiopien Idne Kachute Seba, l'empereur révolutionnaire du foot Issa Hayatou, Ahmad Ahmad, et l'espoir de tout un continent, le Sud-Africain Patrice Motsepe, soit 8 présidents en 65 ans d'existence de la Confédération africaine de football. L'histoire de la CAN, ce sont surtout des souvenirs, des records, des exploits, des anecdotes, mais aussi des scandales. Le foot au service de la politique politicienne. Les racistes blancs d'Afrique du Sud l'ont utilisé. L'empereur Haïlé Sélassié d'Éthiopie, Mobutu Sese Seko du Zaïre, Kwame Nkrumah du Ghana, tous se sont bien servis du foot, comme opium du peuple, soit pour accroître leur notoriété, mais surtout comme moyen d'affranchissement, de ralliement et d'affirmation de la fierté et la liberté de tout un continent. À 6 mois donc du coup d'envoi de la 33e phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football, du moins glissé de la terre camerounaise en 2019, Equinox Télévision vient vous faire revivre pour certains et vivre pour d'autres. Plus de 70 ans de vie d'un sport qui a transformé tout un continent, lui donnant même une place de choix dans le concert des grands événements sportifs planétaires. CAN Cameroun 2021, c'est donc parti pour le compte à rebours d'une compétition non-stop jusqu'au 6 février 2022. Un rendez-vous quotidien à ne point manquer, sous aucun prétexte, sur les antennes d'Equinox Télévision. Balle au centre, que le match commence. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. 6 mois après leur mise en place, les exécutifs régionaux des régions du littoral et de l'Ouest tiennent leur première session budgétaire. Et il en ressort des budgets qui supprennent 2 milliards à peine pour la région de l'Ouest et environ 3 milliards pour la région du littoral. Cela ne correspond à peine au 10e de ce que la ville de Douala reçoit en termes de budget. C'est à peu près une 40aine de milliards pour la communauté urbaine de Douala, devenue mairie de ville. Certes, il y a des recettes propres, mais il y a également une attente qui était fondée à travers la mise en œuvre de ce code des collectivités territoriales décentralisées. C'était de pouvoir mettre au moins 15% du budget global du Cameroun ventilé à travers les différentes régions du pays. Et vous le voyez, elles n'auront que 2 à 3 milliards de francs CFA selon les régions. Et dans la région de l'Ouest, il est indiqué que ces 2 milliards visent essentiellement un budget programme axé sur les infrastructures sportives. C'est Jeanne. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, c'est Jeanne. Rendez-vous demain. 20h.